11 décembre. Quelque chose a changé. Non pas pour faire écho à la chanson ou couplet ou refrain de Cabrel, mais quelque chose a changé. Et ce changement d'atmosphère est une chose qui est assez finalement manifeste et se constate un peu partout. Quelque chose dans l'ambiance, dans l'idéologie, dans l'air du temps, dans le rapport que nous avons aux événements en cours, rapport que nous avons au passé récent, moins récent, quelque chose a changé. Quand par exemple des gens se sont mis à dire nous ne devons plus nous sentir coupables des crimes commis du temps de l'expansion colonialiste, comme on l'appelle. Est-ce que ce terme est propre ou impropre? Je ne sais pas. En tout cas, gardons-le pour l'instant, l'expansion colonialiste et finalement la violence qui l'a accompagnée, ou les violences qui l'ont accompagnée. Donc, l'expansion, évidemment, on la conteste parce qu'elle a introduit, parce qu'elle a été un événement traumatisant qui a précipité des sociétés dans une sorte d'évolution forcée, une évolution, comment dire, qui n'ont pas pu maîtriser. On peut accepter l'idée que des sociétés puissent finalement doivent se transformer pour tenir compte d'éléments nouveaux, etc., de défis ou de changements, quels qu'elles soient. Donc les sociétés doivent prendre en compte les changements qu'ils connaissent, qu'ils soient des changements dans leur structure elle-même ou des changements finalement qui les affectent, des changements extérieurs, mais qui les affectent tout de même. Donc, les sociétés dites colonisées ne pouvaient pas, peut-être, leur modèle économique, leur modèle social était un modèle qui était peut-être à changer, mais pas à changer de façon aussi rapide. Donc des éléments de dislocation, des éléments de parpillement ont été introduits. Alors si par exemple on compare l'arrivée des musulmans et l'arrivée des Français, puisque certains les traitent de la même façon par le terme d'invasion, d'occupation, etc. Ce n'est pas un problème de sémantique, mais c'est plus dans le changement. Si l'islam arrive quelque part, il peut changer quelque chose dans les structures du pouvoir, dans finalement les rapports entre les gens, mais pas fondamentalement. Et on le constate que des systèmes anti-islamiques ont pu survivre et continuer de se pérenniser malgré la présence de l'islam comme référence et quelque part principale. Il y a donc on peut constater, si on fouille, si vraiment on a le temps de le faire, on peut constater que voilà un système qui peut-être dans la défense de la présence musulmane peut dire voilà le statut de la femme était un statut qui était peu enviable et l'islam lui a accordé quelques droits. C'est devenu un sujet du droit. Alors que peut-être avant l'islam c'était un sujet qui était hors du droit. Donc il n'avait rien. On peut dire qu'il y a quelque part un mieux, peut-être léger, mais un mieux tout de même. Donc l'islam
on peut le contester, mais on peut aussi lui reconnaître des apports positifs dans cette marche sans cesse recommencer vers de meilleurs rapports entre les êtres, de meilleurs rapports entre les sociétés et plus de droits pour les individus, quels qu'ils soient, quel que soit leur genre, quelles que soient leurs opinions, quels que soient finalement des rapports d'égalité, et finalement l'accès aux biens de la même façon. Voilà donc le but ou l'ultime ou l'idéal qu'on a tous, qu'on défend tous, l'idéal d'une société juste et une société basée sur un même traitement pour tous, pas de hiérarchie, pas de préférence, pas de droit pour les uns et pas pour les autres. Donc voilà. Quelque part, donc, la présence française est aussi est donc une force d'une puissance telle que elle a pu finalement, elle a sidéré, elle a laissé en état de sidération et les gens se sont sentis inférieurs. Voilà le côté, c'est ce côté infériorisant, ce côté presque avilissant du puissant français. Donc, quand on dit on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas être éternellement dans la remise en cause de soi et de son histoire, bien sûr qu'il faut remettre en cause l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde se met à remettre en cause toutes sortes de récits. Et pourquoi pas ce récit favorable à la colonisation, à l'œuvre dite civilisatrice, bien, laissez-moi rire, de la colonisation. Et bien entendu, il ne faut jamais renoncer à cela. Il faut rester en accusation du système colonialiste parce que c'est un système qui, évidemment, un système brutal, un système violent, un système coercitif, un système pas juste. Rappelez-vous les musulmans d'Algérie qui n'ont pas eu le droit à la citoyenneté française après, je ne sais pas combien, après un siècle et quelques, ils n'ont jamais eu droit d'accès de plein droit à la citoyenneté française. L'émancipation des Juifs s'est faite au 19e, mais décret Crémieux, si je me souviens bien, ou voilà. Mais les musulmans, les Algériens musulmans, pourquoi on a privilégié, on a donné des droits aux Algériens de confession hébraïque et pas aux Algériens de confession islamique. C'est une question qu'il faut poser et reposer. Donc voilà pourquoi on a créé, là encore, on a créé deux corps à l'intérieur d'une même société. Bien sûr, n'oublions pas que, évidemment, il y a des spécificités locales, il y a un traitement local pour les Juifs, ça c'est évident, on ne va pas rentrer, ce ne sont pas des détails, mais c'est pour nous éloigner du thème qui est notre thème de ce moment. Voilà, donc quelque chose a changé. Donc, dans cette réappropriation du récit colonial et de l'aventure, si on peut dire, le terme est vraiment impropre, l'aventure colonialiste. Et puis des gens se sont retrouvés finalement à se dire, mais après tout, nous l'avons fait parce que ça nous plaisait de le faire. Et puis, nous étions des missionnaires. Après le temps de la mission évangélique, on est passé au temps de la mission laïque. Ce n'était pas, quoique quelquefois, il y avait une concordance des deux. L'Église qui secondait l'État dans son œuvre de pénétration des sociétés colonisées. Mais même un État dit laïque, religieux, sans religion, pouvait quand même accepter le concours de l'Église. Ce n'est pas une des moindres contradictions de l'État dit
laïque, religieux, etc., etc. Donc c'est l'État français, l'État belge, l'État allemand, l'État espagnol, l'État portugais, tous ces États qui avaient des possessions coloniales ou qui avaient une idéologie colonialiste, expansionniste, etc. Mais la Belgique est vraiment la Belgique et l'Allemagne. L'Allemagne est les premiers génocides du siècle, enfin de l'ère contemporaine, et je pense contre les héros. Et donc c'est pas seulement voilà, donc la solution finale a été expérimentée en Afrique par les Allemands. Les assassinats de masse, et ça se compte en millions d'après ce que j'ai entendu, de citoyens des pays ou des régions dites actuellement régions du Congo démocratique ou pas, mais en tout cas voilà, la Belgique a tué beaucoup de monde. Donc si on peut pas être que en accusation comme ça de la France, beaucoup de pays ont fait si on bascule vers l'islam, on va dire l'islam n'avait pas intérêt finalement à être dans une politique d'assassinat ou de massacre, puisqu'il n'avait pas assez de troupes. On pourrait dire que la France a eu des supplétifs locaux, qu'elle a fait un peu jouer selon ses besoins, les supplétifs algériens qui allaient finalement mater les opposants marocains, les supplétifs sénégalais, etc. Voilà, au Maroc qui intervenaient dans la répression. Mais on imagine que les troupes, il y avait les chefs peut-être qui étaient d'origine arabe ou qui étaient, etc. Mais les troupes, la force numérique était locale, recrutée localement. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, voilà, l'Espagne a été conquise par les Berbères. Voilà, comme on dit, on raconte les choses. Et même Tariq, le conquérant, est un Berbère converti. C'est ça l'histoire. L'histoire, elle est bien sûr, l'histoire, on peut l'utiliser, on peut la manier. Donc, quelque chose a changé. Et c'est toujours problématique parce qu'on veut dire une chose et on se retrouve un peu à passer trop de temps avec cette chose-là. Et en fait, c'était pas le centre du propos, c'était pas du tout, c'était que finalement les gens qui ont vécu arrivés tard, un peu dans le XXe siècle, finalement ils ont connu que les années 70, plutôt les années 80 et 90. Et c'était déjà les années de reflux de la pensée dite progressiste, contestataire, libertaire, internationaliste, on pourrait même dire cosmopoliste, mondialiste, tiers-mondialiste, universaliste. Et déjà, cette pensée était en recul. Et les légitimistes, ceux qui sont toujours pour défendre les valeurs de l'ordre ancien qu'ils veulent régénérer. Donc, les forces de la réaction, et là on trouve le terme de réaction, vraiment, ce sont des forces réactionnaires au sens premier du terme, qui réagissent face à une vague de contestation, face à un modèle d'interprétation, de rapport au monde intellectuel, philosophique, qui avait pris le pouvoir, et ce modèle finalement a fini par céder devant la réaction. La réaction a été capable de l'abattre. Et on trouve encore quelques lambeaux par-ci, par-là, mais c'est fini de la pensée tiers-mondiste, de la pensée internationaliste. Quand on voit, par exemple, des partis idéologiquement internationaux ou internationalistes qui basculent vers le nationalisme,
qu'ils appellent patriotisme ou qu'ils appellent souverainisme, peu importe, c'est un nationalisme tout court. D'ailleurs, la preuve que c'est un jeu de mots, c'est juste des petites variations sémantiques. Les fascistes du côté de Philippot s'appellent les patriotes. Et donc si par exemple les gens progressistes se mettent aussi à s'appeler patriotes, ben finalement ils vont se rencontrer, comme on dit quelquefois, l'extrême gauche rencontre les musulmans, ce qui est un raccourci évidemment très utile et très fonctionnel pour certains, mais on peut dire quelquefois que l'extrême gauche peut rencontrer l'extrême droite, dont il y a comme ça des passerelles entre des extrêmes, entre des positions, finalement, comme on pourrait dire, au début de la première guerre dite mondiale, finalement, il y avait des fraternisations, il y avait des contacts entre les ennemis, les gens qui se battaient le soir, la journée, mais qui le soir pouvaient finalement se fréquenter. C'était un vestige peut-être des guerres d'antan, et voilà. Et après, la hiérarchie militaire, les autorités militaires ont mis fin à ce comportement anormal, cette anomalie comportementale. Donc, l'ennemi doit être un ennemi jusqu'au bout. On ne doit pas finalement communiquer avec lui que par le biais par les armes, par le massacre, donc finalement la chose est que la patrie, c'est obligatoirement est inscrite dans des frontières nationales, des frontières que l'on peut contester, parce qu'elles pourraient être issues d'une sorte de grignotage, d'une violence exercée sur le voisin, d'une dépossession du voisin. Peu importe les raisons, et l'histoire de France, elle est faite aussi de ce grignotage ou dépend de l'Italie, ou dépend de l'Allemagne, ou dépend de ceci ou de cela, et c'est comme ça, c'est un constat que l'on fait, et après ce grignotage, cette situation qui paraît figée dans les manuels, mais dans la réalité elle n'est pas figée, et la réalité ce n'est pas quelques dizaines d'années, la réalité se compte en centaines d'années. Voyons comment comment ça va être, comment vont être nos frontières dans quelques centaines d'années. Évidemment, pas les frontières actuelles, sûrement pas. Soit le territoire va s'agrandir, soit le territoire va finalement se morceler, et quand on voit comme on voit le triomphe ou le côté un peu de l'idée locale et de l'idée patriotisme local, voire patriotisme régional. Voyons comment on est arrivé à des sortes d'abus de langage totalement ahurissants et totalement illégitimes. Patriotisme régional, voyez-vous la chose. Et ce patriotisme, il est affiché, il est revendiqué par des gens dans l'idée et dans le fondement, dans le logiciel, dont finalement les références sont des références qui peuvent avoir un rapport avec l'internationalisme, avec la société humaine dans son, quoique les socialistes et la nation, les socialistes sont pas si internationalistes que ça, mais il peut y avoir comme ça des tendances mondialistes, internationalistes, universalistes. Tu sais, les socialistes, il peut y en avoir d'autres beaucoup plus repliés sur un territoire géographique. C'est toujours le problème quand on se met à parler sans plan et sans préparation. On est un peu dans une sorte d'expansion un peu anarchique
des mots et du propos articulé. Et comment maîtriser ces jaillissements-là, comme ces bulles de mots et qui peuvent ne pas totalement se lier entre elles. Comment faire d'un discours un peu désarticulé, un discours articulé, un discours homogénéisé, un discours cohérent. Voilà, comment faire de cette chose qui, évidemment, moi je le fais parce que j'ai pas le courage, j'ai pas la force pour faire un travail écrit, un travail comme ça, très méthodique, etc. Donc, je fais dans l'oral, et l'oral, c'est ça. Comme quand on parle, on éjecte de l'air, et donc ça fait, je sais pas ce que ça fait dans l'espace qui est devant moi, mais ça doit faire naître des figures géométriques que je ne vois pas, mais sûrement, donc selon la modulation, quand je force sur une consonne, ça a un effet dans l'air ambiant, etc. Donc c'est des explosions, micro-explosions, donc on crée des effets aériens ou des effets mais par contre, quand on écrit, on est dans des créations d'effets stylistiques, etc. On n'est pas dans le son, on est dans le style, on est dans la suggestion, etc. Là, je fais la totalité. C'est comme si moi, j'interprétais un texte. Sauf que ce texte, lui, il n'est pas écrit. Donc, il est inventé ou produit au fur et à mesure. Donc, il souffre de beaucoup de défauts, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, la chose qui est quelque chose a changé, donc la référence, on retrouve des déclinistes, on retrouve des gens qui disent nous sommes sur le déclin. Pas le déclin de l'humanité, je sais pas, dans ses capacités à se renouveler, à se pérenniser. On voit les difficultés de certaines sociétés à garder un élan démographique, les sociétés en crise de reproduction, des sociétés qui pourraient connaître un effondrement démographique fatal. Et ce n'est pas quelques mesures prises ici ou là pour pallier, pour essayer de circonscrire cette vague gigantesque de la réduction, comme pour le Japon, la Russie, etc. C'est vraiment des sociétés. Alors on peut dire, on leur donne 100 ans, on leur donne 80 ans pour vraiment se réduire à ce qui était des quantités assez importantes, redevenir, je sais pas, quelques millions au lieu de beaucoup plus. Et certains pourraient très bien s'en réjouir en disant que ça fait moins de pression sur la terre, sur la biodiversité, sur ceci, cela. Quelque part, notre richesse c'est aussi dans notre nombre et finalement dans cette multiplication presque à l'infini du potentiel de l'humain. Chaque humain a un potentiel spécifique et finalement nous pouvons nous gagner en face à nos ennemis que sont la nature, que sont les autres êtres existants qui partagent la terre avec nous. Ce sont quelque part nos concurrents et nous gagnons que quand nous sommes nombreux, parce que quand on est sur une pente descendante, quand il y a un effondrement démographique, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Donc ça peut être un effondrement continu et finalement s'accélérer et finir par produire des effets très graves très tôt. Donc 100 ans, l'humanité, voilà, c'est quelques millions d'individus perdus un peu sur cet immense globe. Voilà comment on peut dire les choses. Donc les déclinistes. Alors les déclinistes, ils sont pas toujours du côté là où on imagine, voilà, la Terre, etc. C'est plus d'un point de vue moral ou d'un point de vue compétition entre les civilisations.
cette société connaît un déclin parce qu'elle n'a plus le sentiment de sa puissance, parce qu'elle n'a plus la conviction, finalement la foi en son destin, parce qu'elle cède facilement vis-à-vis des autres forces, et ces forces, elles sont comme s'ils avaient une plus grande force de vie. La force vitale des sociétés dites occidentales, cette force vitale est devenue vraiment, c'est réduite. Et voilà, quand on perd sa force vitale, et au bout d'un moment, on finit par disparaître. Donc ces sociétés sont menacées de disparition par manque de goût, à la survie et à la pérennité. Donc, quand nous faisons de la place finalement à nos concurrents, quand nous légitimons les discours et les pratiques et les raisonnements et les choix de nos concurrents, compétiteurs, etc., voire nos adversaires, là on doit être finalement, on doit se contenter d'être dans notre, j'allais dire dans notre espace, et n'accorder aucune légitimité au reste. Nous sommes sur notre territoire, ce territoire nous appartient, on lui appartient, et on va le défendre, et on pourra jamais permettre à quiconque de lui porter atteinte. Donc cette vision fermée, figée du territoire, etc., qui est une vision totalement déconnectée de la réalité. Il n'y a jamais de territoire fermé, il n'y a jamais aucun territoire qui puisse vivre sur ses propres ressources. Et quand on parle local, évidemment, c'est un non-sens. Le local ne peut pas survivre. Et on pourrait voir des guerres entre localités, puisque finalement, moi, j'ai des ressources que le territoire local d'à côté n'a pas. Et finalement, on va assister à on va dégénérer vers une forme de féodalité moyenâgeuse dans laquelle, voilà, un seigneur pouvait combattre son seigneur d'à côté, le seigneur d'à côté, et voilà pour la conquête de quelques arpents de terre. Parce que celui-là, il a plus de gibier, il a plus de ceci, sa terre est plus riche, il a des ressources hydriques, etc. Donc, la concurrence, si on accepte l'idée de la légitimité de se constituer en territoire, en localité, obligatoirement, la rivalité, la compétition, voire la guerre que évidemment, qu'on essaie d'éviter, elle est le résultat final de ce type de positionnement. Donc, il pourrait y avoir une guerre à l'intérieur de l'Europe, entre localités, entre régions, et voilà un territoire. Alors, c'est pas une vision que les déclinistes produisent ou défendent. Eux, ils voient un bloc contre un non-bloc. Et finalement, les déclinistes et d'autres qui sont à l'œuvre, finalement, ils sont très malins, ils ont trouvé, au lieu de parler d'Europe, les Européens contre les autres, maintenant ils parlent de blanc. Et le blanc est un terme extraordinaire parce qu'il permet justement de dépasser les frontières géographiques. Un blanc, il est blanc, il a un passeport. Il a un passeport finalement qui le dit, qui le marque, qui l'identifie comme différent. Alors, l'ambassadeur de l'Europe, je sais pas, quand les Jésuites sont arrivés au Japon, peut-être ils sont arrivés non pas en tant que blancs, ça n'a pas de sens, mais en tant qu'Européens, en tant que Jésuites, défendant d'une idée, peut-être aussi en tant que défendant les intérêts du Portugal ou d'une autre puissance, mais jamais en tant que blancs.
ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, ça se veut avoir un sens. Donc ça dépasse les frontières de la langue, ça dépasse les frontières des récits nationaux, ça dépasse les rivalités anciennes ou actuelles. Alors, un Espagnol, ce n'est plus un rival. Un Espagnol, bien sûr, la guerre des tomates, la guerre des primeurs, ça n'a plus de sens. C'est un frère. C'est un semblable. Un Portugais, c'est un semblable. Alors comment, enfin, on va devoir quand même, au bout d'un moment, on va essayer de créer une sorte d'éléments pour juger de la pureté blanche. Finalement, on peut pas accepter les basanés, les bruns, portugais bruns, ce n'est pas des blancs. Donc quelque part, soit ce sont des sangs mêlés, soit à un moment on pourra pas vivre entre blancs. Il va falloir sélectionner du plus blanc du blanc au plus blanc. Donc obligatoirement, et cette fraternité dite blanche, évidemment, c'est ça le problème. Tout a quelque chose à changer, et la guerre idéologique et la guerre offensive a été perdue. On est dans une guerre défensive, dans une guerre un peu à reculons, et on se défend tout en quittant la scène, en quittant le champ de bataille. Voilà, essayer de battre en retraite de la façon la moins désastreuse possible. Donc, ils ont gagné la guerre, ils ont gagné le combat par défaut, et non pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'on leur a laissé le terrain. Et voilà, ils sont là, tranquilles. Personne, quelque chose a changé. Hier, il n'y a pas longtemps, hier, avant-hier, un dictateur, un être extraordinairement, comment dire, abject, un assassin, une improbabilité, une impossibilité, a pu voir le jour, a pu comment dire, comme ça apparaître devant nous. Nous, on a vu un être que normalement on n'aurait jamais pu recevoir, parce qu'il a du sang, il sue le sang, il sue pas l'eau, il sue le sang. C'est un être sanguinaire, un être qui est illégitime, qui doit le rester, et qui a fait un coup d'État. Si, par exemple, De Gaulle revenait, et le coup d'État que De Gaulle a jugulé, etc., même si De Gaulle lui-même, finalement, s'est élevé contre la hiérarchie, a fait une sorte de coup d'État, mais là, l'histoire lui a donné raison, etc., et évidemment, il a gagné la guerre, donc quelque part, il s'est oui, la suite des événements l'a amnistié, l'a gracié. Ce n'est plus un rebelle, c'est au contraire, c'est devenu un héros. Mais l'horrible bonhomme égyptien est un être qui ne pourra jamais se prévaloir d'aucun destin héroïque. Il a pris le pouvoir et évidemment on se retrouve dans des circonvulsions totalement abradantesque au niveau de finalement du discours, et on mélange des tas d'éléments qui n'ont pas à être mélangés. Et rappelons que ce personnage horrible lui-même a dit qu'il a essayé de provoquer la levée, la réaction violente de la part des gens dits frères musulmans. Il a essayé de les pousser à se rebeller, à s'opposer à lui militairement. La façon qu'il avait, lui, il savait que le rapport de force lui était favorable, et que si jamais il se mettait à le contester par les armes, il allait pouvoir les éradiquer de façon, j'allais dire, totalement, de façon jamais vue. Il allait avoir toute la légitimité et tout le droit devant les Égyptiens et devant le monde entier. Ce qui n'a pas pu se produire, et donc il s'est retrouvé finalement à exécuter des gens et à les faire passer en mettant en scène, en leur mettant des armes dans les mains,
etc., pour essayer de dire que finalement on les a tués parce qu'ils parce qu'ils étaient armés, parce qu'ils sont entrés comment dire, parce qu'ils ont pointé leurs armes sur les forces de sécurité. Voilà, donc il est réduit à de la mise en scène, mais concrètement, il n'a pas de frères musulmans portant les armes contre lui. Évidemment, il y a des groupes, mais ce ne sont pas les frères musulmans. C'est ça le problème, la confusion, bien entendu. Ce n'est pas les frères musulmans qu'il faut défendre, c'est plus le processus explicatif, le processus justificatif qui pose question. C'est le doute quant à la validité des thèses. Et en France, quelque chose a changé, le doute était un doute légitime, et c'est devenu le doute, et la mise en cause sont devenus illégitimes. Donc on est là, on se retrouve comme un peu comme partout, dans l'opposition aux intérêts stratégiques de l'État. On se retrouve finalement à menacer l'État, pas seulement l'État symbolisé par un président en exercice, mais l'État tout court. On est là dans une position d'opposant, de danger. On constitue un danger pour l'État. Les choix stratégiques de l'État, il y a l'État profond, sont des choix qui s'émancipent de questions éthiques, de questions morales. Ce qui compte, ce sont les intérêts économiques et non plus du tout les questions morales. Donc, ne nous cachons pas derrière la morale, derrière etc. Allons directement, faisons des affaires avec les assassins de masse, pas de problème, du moment qu'ils peuvent payer. Et voilà donc le problème. Le problème est là, et c'est un problème. Et d'une certaine façon, la France pouvait constituer, et évidemment les citoyens, dans leur majorité, pouvaient constituer un soutien. Beaucoup de gens étaient prêts à défendre, à descendre dans la rue pour exprimer leur indignation, leur opposition. Par exemple, quand un président chinois oppresseur des Tibétains descendait dans la rue, venait en France, des gens étaient prêts. Quand peut-être des moments, les gens pouvaient protester contre la politique états-unienne, etc., etc. Il y avait l'opinion publique se manifester, ou en tout cas une partie des citoyens de France pouvaient se manifester pour, quelque part, ils faisaient la démonstration de l'existence d'une autre opinion, d'une autre vision, et ils proposent peut-être une autre échelle de valeurs. Nous ne devons pas être les complices des meurtriers, les complices des oppresseurs, les complices des complotistes et des choses comme ça. Comme d'une certaine façon, on condamne finalement on regrette l'échec, on condamne pas le coup d'État en Égypte, et on n'a pas condamné le coup d'État en Turquie, de manière, finalement, on aurait aimé que le coup d'État réussisse. Et clair et net, si par exemple il y a eu condamnation, j'ai pas évidemment en mémoire les événements, elle a été tardive. En tout cas, elle aurait été tardive. Peu de gens se sont manifestés, je pense peut-être l'Italie ou la Grande-Bretagne se sont manifestés pour condamner de façon, au niveau des principes, un coup d'État contre un régime, même s'il a une tendance à être un régime dirigiste, un régime un peu autocratique, mais un régime quand même qui admet l'existence d'élections et d'élections non truquées, a priori des élections non truquées. La preuve, c'est que le parti au pouvoir a perdu deux localités d'importance stratégique. Donc finalement, ce n'est pas un régime qui truque, qui finalement vide
l'opération démocratique de tout son sens, c'est un régime qui peut finalement se prêter au jeu de l'alternance. Voilà le problème. Donc, les principes qui doivent finalement guider un pays, parce que ce pays se targue de constituer une sorte de référent universaliste, d'abord défendre l'humanité et défendre les droits de l'humanité, à l'exercice plein et continu de la liberté, la jouissance et de droit, la jouissance de ces droits inaliénables à la sécurité et finalement à la dignité, etc. Là, quand la dignité des gens est bafouée, quand leur voix ne peut pas être entendue, quand finalement toute opération quand il n'y a pas moyen d'exister dans l'opposition. Quand ce président est reçu en France, je ne sais pas, c'est un hasard de calendrier, après qu'il ait finalement mis en prison des défenseurs des droits humains, après qu'ils aient rencontré des diplomates occidentaux, là, quelque part, là encore une fois, c'est une opération de blanchiment. Et voilà, on parle de blanchiment d'argent, on devrait dire, il y a aussi blanchiment et finalement certificat de virginité qu'on donne. Là, on accorde un certificat de virginité à un dictateur, il n'est coupable de rien. Heureusement, les dictateurs ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas des papes, et donc finalement, l'infaillibilité des dictateurs est une donnée qui peut être de notre côté, ou du côté de ceux qui sont les victimes des dictateurs. Le meurtre précédé de torture d'un chercheur, et évidemment d'un chercheur italien, qui travaillait sur les centrales syndicales des travailleurs égyptiens. Finalement, ce meurtre a empêché toute alliance. C'est tombé sur l'Italie, ça aurait pu tomber sur un autre pays. Donc, les forces de sécurité, dans une sorte d'exercice un peu narcissique, finalement, dans cette vision qu'ils ont d'elles-mêmes, qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, ont tué un citoyen italien. Ils auraient pu l'emprisonner, non seulement ils l'ont emprisonné, torturé de façon atroce, et fini par le tuer. Et ils ont essayé de fabriquer une sorte de mise en scène. Là encore, la mise en scène, ils ont pris à un moment donné, ils n'avaient pas le choix quelque part, ils ont pris des gens, ils ont fait la mise en scène de la bataille contre les forces de l'ordre, et ils les ont filmés les armes à la main, et avec des documents, avec des affaires appartenant aux citoyens martyrs de l'Italie. Et quelque part, voilà, on fabrique un martyr. L'Italie a un martyr dont le martyr s'est accompli en Égypte. Et quelque part, il y a heureusement quelque part la morale et finalement le droit qui finalement trouve des ressources. Et l'Égypte a essayé d'acheter j'allais dire d'acheter le silence ou l'amnistie, finalement de l'Italie par un contrat d'armement qui pouvait avoisiner les 10 milliards d'euros. Vraiment un énorme pot de vin pour essayer d'oublier la question et du citoyen martyrisé. Ça n'a pas fonctionné, et donc l'affaire est revenue à son origine, et l'Italie est lancée finalement dans le processus de réclamer le droit pour son martyr. Il faut qu'elle obtienne réparation. Et là, le problème est que on se dit, tiens, moi j'exprime une parole. Et bien sûr, elle donne l'impression comme ça d'être un peu chaotique, parce qu'on est aussi dans le chaos.
quelque part, si j'entends Mélenchon parler, Mélenchon n'est pas dans le chaos. Soit il fait une préparation, et voilà, il suit point par point, et comme il a l'habitude, évidemment, de parler des mêmes choses très souvent, bien qu'il ne soit pas monolithique dans sa pensée, pour ça, je l'admire, mais quand même, il est toujours dans la parole, dans l'argumentaire, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je pourrais être beaucoup plus méthodique, beaucoup plus finalement linéaire et pas multi parole si j'avais l'impression. Et là, finalement, quand on parle, quand on est seul, on doit passer par plusieurs étapes. Il y a l'étape finalement du dégrossissement. Et puis, qu'on fait avec une personne, comme ça, on commence la journée, on commence le système argumentaire, le système de pensée par, voilà, par une sorte de débrumisation. Et puis après, finalement, une fois qu'on a enlevé un peu le plus gros, on arrive un peu au cœur des choses. Et le cœur est peut-être assez facile à saisir. Voici de quoi il s'agit. Voici le premier point, voici le deuxième, voici le troisième point, voici le quatrième, voici le cinquième. Donc on hiérarchise et puis on avance comme ça et on progresse et on arrive à la conclusion. Donc là, il n'y a pas de conclusion, il y a quand même comme ça net, on peut toujours conclure, mais finir par dire oui, il y a un réel problème. Donc, quand des sociétés un peu renoncent au référent religieux et finalement on remplace par quoi? Quand on met un peu, on remplace la Trinité, Saint-Esprit, Dieu, Saint-Esprit, Dieu le Père, le Saint-Esprit et Dieu le Fils, on remplace ça par liberté, égalité, fraternité. Vous voyez que c'est toujours une Trinité. Remplacer une Trinité par une autre, quand même. On aimerait que cette Trinité soit respectée. Voilà. Liberté pas seulement pour soi, liberté pour les autres. L'exercice de la liberté. Évidemment, la liberté a des limites. C'est toujours le cas. Et évidemment, on ne peut pas ignorer que les principes sont quelque part un peu des choses abstraites. Dans la réalité des choses, les gens qu'on pourrait défendre peuvent être aussi à leur tour des oppresseurs. Ce n'est pas du tout exclu. Il y a toujours dans l'âme d'un oppressé finalement quelque chose d'un oppresseur. Et une victime peut se transformer en bourreau. Il n'y a pas, les choses ne sont pas comme ça fixes. On peut jouer un rôle et puis après jouer un autre. Ce n'est pas du tout inenvisageable. Mais par contre, on doit défendre l'idée. L'idée, peu importe finalement les problèmes que l'on pourrait rencontrer, les contradictions, etc. On défend le principe. Après, on s'adapte un peu sur le terrain, au quotidien, on s'adapte. Donc la liberté comme un horizon, non pas ultime, mais comme un référent très très présent, qui n'est pas lointain justement. Il ne doit pas être lointain. Un référent. La liberté, ma liberté et ta liberté, tout en évidemment, on est d'accord sur un socle, on partage un socle commun de valeurs. On doit on sait que quelque part, il y a une forme de compétition, qu'elle soit pour des choses matérielles ou simplement pour des batailles d'ordre symbolique. Quand on est engagé dans une polémique et dans un échange vif avec quelqu'un, ben ça peut évidemment n'avoir aucun lien avec un bénéfice ou avec quelque chose de l'ordre de l'économique, de l'ordre du matériel. Il n'y a pas, mais ça se joue à un autre niveau. Les idées, c'est les idées ou les visions ou les interprétations,
ça constitue des territoires aussi de compétition. Donc on est dans des confrontations. Alors la compétition, c'est intéressant parce que ça permet d'affûter un peu peut-être le système argumentaire, ça permet de se tenir un peu éveillé, de rester dans une forme comment dire, non pas de vigilance, mais la vie me met dans la difficulté. À un moment ou à un autre, si j'ai la capacité de cette souplesse, et si j'ai finalement acquis la capacité je sais pas, de disposer d'un grand nombre d'outils finalement. Un outil, chaque situation peut nécessiter un comportement, un raisonnement particulier. Donc pour ce qui est de la mort, si j'ai face à moi la mort, soit ma mort prochaine ou voire imminente, ou la mort de quelqu'un qui m'est cher, je dois avoir présent une forme j'allais dire, un regard qui inscrit la chose dans la globalité. Je dois non pas, je vais être affecté, mais je dois réduire un peu l'impact de cette affectation, et pour essayer de ne pas finalement perdre trop dans cette affaire. Et quelquefois on reçoit des coups, et ces coups nous causent des torts sans cesse renouvelés. Donc on doit atténuer les chocs, la force ou le poids des chocs. Voilà ce que permet la compétition intellectuelle, la compétition mentale, la compétition des égos, et puis dans un système dans lequel finalement les gens n'ont pas accès aux mêmes choses. Si quand on voit, il y a des choses qui ne sont pas finalement des choses que l'on peut reproduire, il y a des gens extraordinaires et finalement qui attirent tout le monde. Ils peuvent pas finalement devenir être à la portée de tout le monde. Donc il faut qu'ils réservent leur proximité à des gens. Si on est en concurrence, par exemple, autour d'une relation avec quelqu'un, finalement, ce quelqu'un, on peut pas le retrouver. Et c'est aussi des compétitions, mais là, ce sont des compétitions, j'allais dire, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, la liberté admet une forme de compétition, une forme de concurrence, une forme même de conflit. Le conflit n'est pas une chose que l'on va faire disparaître, et on peut empiéter un peu sur le territoire. Toute une question de dosage, toute une question j'empiète sur la liberté d'autrui. D'abord, la liberté, égalité, c'est quelque part, ça a été fondé sur une prise du pouvoir illégitime, un coup d'État, une forme de substitution, de remplacement d'un pouvoir, remplacement d'un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime a été défait, légitimé par l'histoire, légitimé par tout un tas de choses, a été mis à terre, et finalement, après cette illégitimité, a fini par acquérir le statut de légitimité, de référence à elle-même. Donc, il y a à un moment donné l'exercice, l'accès à sa propre liberté nécessite la privation de porter atteinte à la liberté d'autrui. Voilà un des paradoxes de ce type de principe. Après, on peut l'égalité aussi, la fraternité, il y a toujours des paradoxes, des paradoxes vraiment importants, des paradoxes secondaires, toujours. Et donc, comment on peut finalement
c'est ce qui pose problème. Donc, quand on parle, par exemple, de l'égalité, c'est d'accorder le même droit à l'autre, de pouvoir finalement développer son argumentaire et présenter sa propre vision des choses. Et finalement, d'accepter que cette personne puisse finalement tirer sa légitimité de sa propre vision. Et dans une république, on aurait tendance à vouloir un peu monolithiser la vision et ne proposer qu'une vision et à ce moment-là, créer un système de totalité, un totalitarisme républicain. Et voilà où on arrive. Soit ce n'est plus la France, vous la respectez, etc. C'est devenu la France, soit vous lui obéissez, soit, etc. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre choix. Soit vous vous intégrez. Là, on revient sur les injonctions et soit vous faites au minimum, soit vous faites profil bas ou vous devenez invisible. Finalement, vous devez avoir une foi invisible, une expression de votre différence qui soit invisible. Et là, on revient, etc., à l'histoire des Morisques en Espagne, etc. Et donc, le problème est là. Est-ce que... et là, on rentre sur des terrains comme la concurrence des légitimités, la concurrence des mémoires, la concurrence des récits, etc. Et la République ne veut pas de concurrents sur son propre territoire. Même la République nationale et peut-être aussi la République universelle telle que défendue par la France. Alors, voilà, quelque chose a changé parce que il y avait ce principe qui était un principe central, qui était peut-être le premier principe, c'est celui du droit à la contestation et du droit à la remise en cause et du droit à l'opposition. Il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'immanence, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de dogme. Et c'est ça le problème. Donc, quand quelque part, on abolit d'une certaine façon, quand on est contre la religion, on est contre le dogmatisme. Et on ne doit pas créer un nouveau dogmatisme, substituer un dogmatisme nouveau au dogmatisme ancien. Et là, on a tous les éléments d'un nouveau dogmatisme. Mais ce n'est pas le problème. Quelque part, il y a un autre problème. Dans cette multiplication des discours, et on trouve des choses énormes. Alors évidemment, on est impressionné par la répétition, par la récurrence de certaines prises d'opposition. Comme on pourrait dire, une force occulte est à l'œuvre, et finalement, peut-être qu'elle a peu de troupes, mais elle utilise ses troupes finalement à peu. Finalement, elle est en exercice sur énormément de champs de bataille intellectuels, idéologiques, etc. Donc elle est omniprésente. Et chaque fois qu'on va quelque part, c'est ce qu'on appelle les trolls quelque part, là aussi, on trouve un élément représentatif ou des éléments représentatifs de cette pensée, une pensée délégitimante et finalement altruisante, excluante, d'une certaine façon différentialiste à l'infini, et qui finalement n'accorde aucun droit à l'autre. Ce n'est même pas une histoire de dire chez vous, faites ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas de valeur. Vous n'êtes pas du même niveau que nous. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes des inférieurs. Donc, voilà, vous n'arriverez jamais finalement à notre niveau. Mais
vous n'êtes même pas utile pour garder ce sentiment de supériorité. Nous savons maintenant que nous vous sommes supérieurs dans tous les domaines. Et nous vous avons appris, c'est nous qui vous avons instruit dans les domaines, dans tous les domaines. Et finalement, tel que vous êtes nos créations. Mais quelque part, on vous prend pour des objets, pour des choses. Vous n'avez pas le statut de personne et encore moins le statut de personne respectable. Voilà donc comment cette pensée omniprésente qui a gagné la guerre de la visibilité, tout en étant cachée, mais elle ne se gêne pas pour élaborer tous les discours qu'elle veut. Elle n'est pas limitée, elle se retrouve pas en concurrence avec le discours principal, central de la République. Elle se sent pas, finalement, la République lui permet même il y a même des rencontres, il y a des ponts ou des passerelles entre elles et le discours central de la République actuelle. Ça fait que, bien sûr, on est pour une valeur, on a la même valeur. Après, ce qu'on fait, comment on interprète cette valeur, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on soit tous d'accord qu'on soit tous autour de cette valeur. Et c'est notre socle commun, et c'est notre Dieu, et c'est notre horizon permanent. Voilà. Alors, jusqu'au finalement, ça conduit, quand on parle, on fait de l'autocensure, mais c'est pas très, quelquefois, ce n'est pas vraiment très important. C'est que finalement, cette pensée omniprésente, cette pensée qui est anti à plein, et cette pensée, et on ne peut même plus finalement aller la rencontrer parce qu'elle nous comment dire, elle nous fait mal très vite. Elle nous éteint dans quelque part comment dire, dans nos êtres, dans notre chair. Elle s'attaque même finalement pas seulement aux idées, elle s'attaque même au corps. On n'a même pas le droit d'exister. Ça vous conteste jusqu'au droit même de respirer le même air, et finalement de boire la même eau, de manger le même pain, et on réactive un peu les catégories anciennes du manger pain français, le manger français. Donc quelque part, on incorpore des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc on est quelque part dans un endroit où on ne doit pas y être. C'est une délégitimation absolue et catégorique. Il n'y a pas moyen de demander un quelconque, comment dire, droit d'exception, quelconque droit de... On n'a aucun droit. Voilà ce qu'elle dit, cette chose. Tout ce à quoi vous avez finalement, ce que vous avez rencontré comme pensée transversale, comme pensée à caractère universaliste, à caractère ouvert, un caractère intégratif, quand vous avez finalement essayé de comprendre l'autre dans ses besoins, dans ses spécificités. Le tiers-mondisme, c'était prendre en compte les souffrances et les difficultés que peuvent rencontrer des sociétés nouvellement installées, peut-être dans la modernité, dans un certain rapport au monde, et ces sociétés sont vraiment encore dans elles sont blessées, elles sont pas capables de se prendre en charge parce qu'elles connaissent des crises sans fin.
voilà, on n'accouche pas comme ça sans ressentir énormément d'inconfort et de douleur, et les douleurs peuvent durer longtemps. Donc quelque part, avant d'accoucher d'une société apaisée, il faut passer par des séries de crises et de désordres et de drames, etc. Donc le tiers-monde, c'est déjà les sociétés elles-mêmes, elles sont dans la peine et la souffrance. Il ne faudrait pas que des forces extérieures viennent rajouter à leur souffrance. Quand il s'est agi finalement d'impliquer ces sociétés dans des conflits qui ne le concernaient pas, la guerre froide, etc. Et on voit ce que ça a donné pour le Mozambique, l'Angola, et etc., etc. Voici donc ce que les tiers-mondistes pouvaient peut-être défendre. Et puis, sortir un peu de la vision suprématiste, cette vision d'être finalement quelque part de la persistance du mythe, du maître, les maîtres du monde, les gens qui sont à l'origine de tout, le siècle des Lumières, la pensée des Lumières, c'est nous. L'émancipation de la personne, c'est nous. Tout ce qui est bien vient de nous. Votre corps, finalement, il est nourri par notre technique. Il est soigné par notre technique. Il est nourri par notre pensée, par nos récits, par nos histoires. C'est nous qui vous fournissons le nécessaire et tout ce qu'il faut pour vivre. Vous n'avez rien. Vous n'avez que quelques mythes comme ça, un peu, j'allais dire, de poids, et vous avez quelques traditions, mais l'essentiel, quand il s'agit d'avoir affaire au monde dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, dans toute sa... vous devez utiliser ce que nous avons déjà mis en place. Alors un coup vous êtes existentialiste, un coup vous êtes nihiliste, un coup vous êtes ceci à cela. On vous propose des modèles, voilà, des modèles prêts à l'emploi. Voici une philosophie qui pourrait vous convenir. Voilà, voici une autre. Voici un modèle économique. Voici une façon d'organiser la cité, l'urbanité, la circulation. Voici comment vous nourrir, quel modèle. Voici comment vous procurer une eau propre. Voici comment jusqu'au plus petit finalement élément de vie. Tout. Et voilà. Et donc, le tiers-mondialisme pouvait finalement dire ces sociétés ont quelque chose qu'elles peuvent finalement apporter dans le pot commun de l'humanité, et elles pouvaient finalement mettre quelque chose d'elles-mêmes. Aucune société ni une société qui n'a rien. Elle possède quelque chose. Elle possède une symbolique, elle possède une langue, elle possède un récit, elle possède quelque chose. Et cette chose a de la valeur. Ça a autant de valeur que ce que les possessions, les éléments matériels ou la richesse matérielle, etc., etc. Une société qui n'est pas une société de vide, mais une société de plein. Donc toutes ces sociétés sont des sociétés de plein. Et donc tous ces pleins, on va les mettre ensemble et finalement on va les mélanger. Ce sont les ingrédients pour fabriquer une sorte de produit qui inclurait un peu tous les goûts existants et toutes les subtilités et toutes on retrouverait un peu, chacun retrouverait dans le pot commun une chose qui lui est familière. Mais finalement, il fera aussi l'expérience de la nouveauté. Et voilà, donc, je me nourris de ma langue, mais je me nourris aussi de la langue d'autrui.
je me nourris de mon récit, je me nourris de mes légendes, mais aussi des légendes de mon voisin ou de quelqu'un de plus lointain. Et donc, c'est l'humanité qu'il faut défendre. C'est une vision, comment dire, trans-pays, trans-continent, tout ce qu'on veut, trans-récit pour aller vers, donc, l'idée de l'universalité, mais pas l'universalité telle que vue et pensée par un État, mais l'universalité telle que pensée par l'humanité jusqu'à finalement dans ses composantes les plus infimes numériquement, jusqu'à la société la plus éloignée. Tout le monde doit participer dans cette œuvre. Ce qui est à l'œuvre, évidemment, et ce qui permet le tourisme, etc. Là aussi, c'est une manière de se mélanger, même si, évidemment, ça fait là aussi, ça a des conséquences ou ça produit des réactions un peu problématiques, mais c'est tout de même un effort vers une forme de mélangisme et d'universalisme, voilà, ou de cosmopolitisme, peu importe les termes, l'essentiel, c'est qu'on mette fin finalement à l'identité nationale, au patriotisme, au patrie, ni patrie, ni matrie. Il n'y a pas. C'est la terre est ouverte, la terre, ma patrie, ma matrie, les deux, je sais pas, mat patrie, c'est la terre. C'est la terre dans toute sa globalité. Je suis chez moi partout où il y a de la terre. Partout où je peux poser mon pied, partout où il y a de l'air à respirer, partout où il y a de l'eau à boire, je suis chez moi. Et dans cette vision d'une sorte de voilà ce qu'il faut opposer. Et il faut produire un discours, être dans l'offensive et opposer aux autres, argument contre argument. Peut-être que les troupes de la réaction et les troupes comme ça de la conservation sont des troupes peut-être beaucoup plus importantes numériquement. C'est pas parce qu'on a plus de troupes qu'on est finalement plus fort. C'est la même parole un peu multipliée et démultipliée sans fin, mais c'est la même parole rance, la même parole faisandée, la même parole qui a déjà servi et resservi les mêmes anciennes. Ça n'a rien de nouveau. Finalement, on sait, c'est facile, on sait que l'on peut atteindre quelqu'un parce que on lui accorde aucune importance, aucun droit. On sait qu'on va le déstabiliser. Ça, c'est comme ce que racontait quelqu'un qui était censé me donner des cours et qui disait, il est mort depuis, il disait, oui, avant de se battre, parce qu'on se bat pas comme ça, on va se mettre à se battre alors qu'on sait que on va vraiment avoir mal, on va souffrir. Un coup d'épée ne vous tue pas, un coup d'épée peut vous blesser gravement, mais après vous allez souffrir peut-être longtemps, avant peut-être de mourir ou avant de finalement d'en réchapper, mais en restant tout de même diminué. Donc il fallait s'insulter, il fallait monter en température, il fallait échauffer les esprits. Donc on commençait à s'insulter. Donc c'est plus facile d'aller porter atteinte à un adversaire qui vous a porté atteinte à votre personne. Donc eux ils portent atteinte, mais nous on peut pas se défendre. Ils savent que c'est une opération quelque part ils nous mettent au défi, mais on peut pas le répondre parce qu'on n'a pas les armes. On encaisse, on fait encaisser tout ce qu'ils disent et qu'ils répètent à longueur
à longueur de pages, à longueur d'articles. Ils ont colonisé le monde, Libération, tout ce qu'il y a comme médias, et puis ils ont leurs médias à part dans lesquels ils laissent un peu toute la s'épanouir, toute la l'attitude à leur pensée vraiment extraordinairement, comment dire, il n'y a même pas de mots pour les qualifier. On pourrait dire ce sont des criminels, non pas vis-à-vis d'un État ou d'un pouvoir, ce sont des criminels vis-à-vis de l'humanité. C'est tous les gens qui, quelque part, légitiment toutes les violences, et toutes les violences faites à tous, faites aux femmes, faites aux minorités, faites à ceci, à cela, toutes les violences faites dans le passé et toutes les violences, parce qu'ils partent du principe qu'il faut, la violence est un recours légitime. Il faut purifier, il faut purifier, il faut purifier, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut exclure, il faut réduire l'autre, il faut faire dégager l'autre, et s'il c'est nécessaire, il faut le réduire en servitude. L'autre n'est bon qu'à vous servir, qu'à être un boy, voilà, un jouet, un objet. Voilà ce quelle est leur vision. Voilà ce qu'ils racontent. Évidemment, ils jouent sur la peur, ils jouent sur, évidemment, si vous arrive un problème et que vous êtes impacté personnellement dans une interaction avec quelqu'un que vous considérez comme un étranger, évidemment, ça va vous conforter et vous allez dire, ils avaient raison. Bien sûr qu'ils ils ont non seulement ils sont convaincus de ce qu'ils disent, mais en plus, ils reçoivent le concours de ceux qu'ils traitent en ennemis. Quand vous avez quelqu'un qui vous ressemble et qui finalement va les aider indirectement, finalement à être plus ferme, à recruter plus, parce qu'il se sera livré à un acte, évidemment. Et non pas, ce n'est même pas des idiots utiles, c'est des criminels utiles, criminels à la cause, utiles à la cause de leur ennemi, à la cause de, finalement, des ennemis de tout leur groupe, j'allais dire. Ce sont des criminels qui sont doublement, triplement criminels, parce que on va les exploiter à mort pour renforcer finalement le déterminisme et le désir de séparation. Séparation entre ceci et cela, entre, voilà. Séparons-nous des étrangers, séparons-nous des xénos, séparons-nous des différents, séparons-nous des non-blancs, séparons-nous des faibles, séparons-nous des surnuméraires, séparons-nous des gêneurs, séparons-nous des poseurs de questions, séparons-nous des contradicteurs, séparons-nous des mécontents, séparons-nous des tiers-mondistes, séparons-nous des contestataires, séparons-nous des gauchistes, séparons-nous des soucis de cela, comme évidemment, on se rappelle, le Gladio, est-ce que le Gladio prévoyait de faire, etc., etc., les listes, comme aujourd'hui on est sur la voie de lister les gens sur leur opinion. Ça se faisait, évidemment, les renseignements généraux avaient des fiches, mais ils listaient pas tout le monde, ils listaient des gens qui étaient en vue, voilà, pour essayer de voir, voilà, on sait jamais, un syndicaliste, un militant dans un milieu ou un autre, on pouvait avoir une fiche sur lui, voici les gens qui fréquentent, etc. C'était plus un peu par précaution, pour essayer de devancer, on ne sait jamais, les notes blanches ou les fiches blanches, je sais pas quoi, pour essayer de donner quelque part. Évidemment, les services pouvaient avoir des pratiques beaucoup plus, j'allais dire, d'un autre niveau, noyautées, des organisations poussées, des organisations à la faute. Finalement, comme ça a été fait en Bretagne, les pousser à la faute mortelle, à commettre un acte qui va les délégitimer à vie. Voilà, peut-être c'était le cas pour Action Directe, peut-être, etc. Voilà comment des gens
aujourd'hui, sans être des militants, se lancent dans des combats, je veux dire, dans des combats qu'ils décrètent eux-mêmes et qui finalement qui engagent tous les gens qui peuvent de près ou de loin leur ressembler. Le combat d'un solitaire et qui peut d'un héros auto-déclaré, auto-désigné, et qui finalement n'apporte rien, ne résout rien, mais par contre, il ajoute à l'empilement des lois, à l'empilement des dispositifs légaux pour empêcher toute contestation, et aussi ça ajoute à tout ce qu'il y a déjà dans l'imaginaire et dans les représentations et dans ces choses prêtes à se déclencher. Et ce nettoyage ethnique qui pourrait, évidemment, un nettoyage ethnique qui pourrait se produire. D'autant plus que là, il s'agit de faire un nettoyage de visu. On n'a pas besoin de recourir aux fiches. Pas besoin d'essayer de rechercher dans les antécédents. C'est voir si telle ou telle personne a une parentèle, voilà. Et là, un fichier juif, c'est pas là le fichier arabe ou le fichier je sais pas quoi, c'est facile. C'est sur le faciès que l'on voit tel ou tel est un arabe. Alors il peut être berbère, c'est pas un problème. D'ailleurs berbère, arabe, c'est kiff kiff. Donc ça a la même gueule. Alors, on peut pas faire la différence. On va pas dire toi est-ce que tu es berbère, est-ce que tu es arabe. Dire je suis berbéro-arabe, ça veut rien dire. Tu es berbère ou arabe. Bon, finalement t'es pas bon. De toute façon, t'es trop mélangé, t'es pas assez bon dans la case à expulser. Et dans la case, d'ailleurs, à mettre dans les camps, à mettre dans, finalement, à nettoyer, nettoyage à venir. Et finalement, ces politiques qu'on croyait, pourquoi pas, des politiques qu'on croyait totalement, finalement, impossibles, devenues impossibles pour cause de la solution finale. Et pourquoi pas, la solution finale, elle est à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, tous les éléments, tout le mécanisme, et c'est pas compliqué à faire, et tout finalement, tout l'arsenal idéologique et tout finalement le background, les backgrounds de toutes sortes sont prêts à l'emploi. Simplement, il suffit d'avoir la volonté d'y arriver, et c'est pas les réactions internationales où il y a même plus le pouvoir de l'indignation. À un moment, il y avait l'indignation de toutes parts. Indignez-vous, qu'il disait. Mais avant que ce soit proclamé de cette façon, les gens s'indignaient, se manifestaient, se réunissaient, s'assemblaient et se mettaient à pétitionner, finalement, à produire du texte, à produire finalement du concret pour résister soit à une dérive étatique, soit par exemple à une politique qui est contraire à l'idéal qui est le leur. Voilà. Donc personne ne s'indigne et quelques organisations, dont quelque part c'est la fonction de s'indigner, mais des citoyens non organisés, non finalement affiliés, qui réagiraient d'eux-mêmes de façon spontanée, tout en respectant la légalité, mais qui pourraient se mettre à réagir et donc finalement à produire comment dire, de se manifester, de faire passer un message à l'État que quelque part l'État n'est pas seul. Finalement, il peut décider, mais il n'est pas approuvé. Ou en tout cas, il n'est pas approuvé par toute la société. Il y a des gens qui contestent une orientation ou une autre. Ils ont leurs raisons. Après, cela peut se manifester peut-être à l'occasion d'échéances électorales ou peut-être pas.
parce que c'est comme ça. Donc, mais en tout cas, l'État, si il a finalement, si il a conscience ou s'il a de quelque chose, il va le prendre en compte. Il va se dire quand même, je dois justifier ou je dois trouver un équilibre entre des comment je pourrais dire, entre finalement des nécessités difficilement conciliables. Donc je vais essayer de trouver une sorte d'équilibre, un peu de commerce, mais aussi un peu de morale, un peu de moralisme, un peu voilà. Donc j'ai fini, c'est toujours le problème, même si je parle souvent, ça ne veut pas dire que je sois totalement à l'aise dans cet exercice, et surtout que l'exercice, il naît d'une sorte de, j'allais dire, c'est même pas une impulsion, c'est une chose qui court en silence, un peu en souterrain. Après, ça finit par rejaillir à l'extérieur, par jaillir à l'extérieur. Et donc, il se manifeste à un moment où on n'est peut-être pas en capacité d'en prendre connaissance. Quelque chose a changé, on se dit, ça va être difficile, ça va me demander de l'engagement, ça va être difficile. Et donc, dans cet exercice, il y a de l'engagement, il y a de la militance, il y a du don de soi. C'est le corps qui parle, c'est l'énergie du corps et c'est l'énergie, quelque part, la volonté de dire, la volonté de convaincre, la volonté de se manifester, mais ça passe par le corps. Et c'est dur. Ce n'est pas un exercice de reposant. Et après, une fois et ça finit, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter parce que le corps n'en peut plus. Donc, voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai aussi épuisé un peu les différentes possibilités. Et donc, voilà comment quelque chose a changé dans ce paysage, évidemment, intellectuel, idéologique, etc. Évidemment, j'avais produit un texte contre Onfray qui disait, oui, Onfray disait que voilà le déclin de l'Occident. J'ai dit que l'Occident n'était pas du tout en déclin. Au contraire, l'Occident connaît un destin magnifique. Il a essaimé partout et il est non seulement, même si l'Occident devait disparaître, mais l'occidentalisation du monde, elle, ne disparaîtra pas. Toutes les valeurs de l'Occident ont été intégrées un peu partout et c'est des valeurs qui promeuvent l'individu, un peu les droits individuels au détriment des droits collectifs, qui promeuvent une sorte de quête du bonheur un peu autonome et non pas un bonheur collectif qui s'émancipe de la tradition, qui conteste la tradition de façon frontale, des valeurs qui, d'une certaine façon, qui n'hésitent pas à aller au combat, quitte finalement à créer des traumatismes, à laisser un champ de ruines, voilà, comme on trouve en Occident des vestiges d'églises abattues et quelque part qu'est-ce qu'on doit en penser après quelques siècles, des églises qui ont échappé à la destruction finalement sont protégées par l'État qui a détruit d'autres églises. C'est par l'État finalement héritier, par l'institution héritière de l'institution qui a procédé à l'abattage et à la destruction de leur équivalent. Voilà, on trouve la Banque de France installée dans des locaux qui appartenaient à un ensemble religieux et le clocher a été détruit. On trouve des musées, évidemment des musées républicains, des musées qui finalement mettent en valeur
les choses qui ont été, les œuvres euh, qui ont été finalement expropriées, enfin qui ont été, comment on dit, hein, le terme je l'avais, je voulais pas le dire, finalement je l'ai oublié, qui ont été arrachées à leurs propriétaires légitimes, et c'est non seulement ces œuvres-là ont été arrachées et finalement ont été, ce terme, mais en plus on les met dans un endroit qui lui avait une fonction autre. Il n'avait pas une fonction d'exposition, mais il avait une fonction d'éducation à la spiritualité, d'éducation à une sorte d'immanence. Voilà, donc à quoi c'est. Donc en même temps, on protège les autres édifices, on leur vient en aide, on essaie de leur donner les moyens de survivre à finalement au temps. Et voilà une contradiction. Donc détruire sans vous offrir exactement l'alternative et quoi faire après la destruction, comment s'organiser après avoir renoncé à vos modèles, à votre système de valeurs hérité de vos prédécesseurs. Comment l'individu, il est là, il répond, il sait qu'il a satisfait à ses besoins quelque part matériels, mais à côté, il ne peut pas satisfaire à ses besoins, il n'est plus aussi enraciné qu'auparavant, il ne s'identifie plus à sa terre de façon aussi organique qu'auparavant, il est à la recherche de son horizon, alors qu'il cherche dans ses terres natales ou qu'il cherche ailleurs, et on voit un peu toute l'errance des gens quand évidemment cette errance finalement qu'on fait qu'on réfère un peu sur l'économique, alors qu'en fait c'est une errance beaucoup plus complexe. C'est la recherche d'un modèle, c'est la recherche du bonheur, c'est la recherche d'un monde meilleur, parce qu'il y a la promesse d'un monde meilleur, d'une existence meilleure, à tous les sens du terme. Si nous, on a fourni au monde un modèle de vie, un modèle de pensée, et certains veulent finalement s'en rendre compte par eux-mêmes, veulent venir s'abreuver de la source elle-même. Et finalement, quand ils arrivent, ils trouvent un terrain hostile. Évidemment, c'est loin de correspondre à leurs attentes, à leur vision, à ce qu'ils avaient avant d'entamer le voyage, de remonter vers la source. Voilà comment les choses, comment le monde est un peu en situation de remuance, mais finalement peut-être après il y a toujours des phases comme ça dans lesquelles un peu tout est mélangé, tout est déstructuré. Après peut-être on passera à une phase de structuration basée sur autre chose. Alors qui va offrir justement l'élément de cette restructuration nécessaire? Après évidemment les systèmes actuels ont montré leurs limites. Après il va falloir inventer, comme on dit, pour y dire, un nouvel universalisme, donner un nouvel horizon. Je sais pas par quoi ça doit passer, en tout cas pas par moi, ça passera par d'autres. Je leur souhaite bon courage parce que ça va être dur. Ils vont rencontrer beaucoup d'adversité dans cette vocation là. À bientôt.